Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Kiju Week-end. Voici les titres de l'actualité. 31e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. De nombreuses personnalités nationales et internationales sont à Kigali aux côtés du président Paul Kagame et des Rwandais. Ce dimanche 7 avril, ils se souviennent de la mémoire des 800 000 personnes, principalement de l'ethnie Tutsi, tuées durant le génocide d'avril à juin 1994. Taux d'intérêt élevé, réduction des empruntes obligataires, les autorités ougandaises s'activent pour renflouer les caisses de l'État et financer le budget national. De nombreuses taxes vont être introduites. Et puis en Côte d'Ivoire, nous irons à Dabou, à 45 km de la capitale économique Abidjan, où des adolescents âgés de 14 à 17 ans se rassemblent pour participer à un programme bien particulier intitulé Parcours citoyen. L'objectif de ce programme est de former les jeunes aux cours d'éducation civique et les sensibiliser à la responsabilité sociale. Décryptage dans ce journal. Mais tout d'abord, 30 ans déjà que l'ethnie Tutsi au Rwanda a subi un drame, le massacre sans pitié de sa population d'avril à juin 1994, un génocide sans précédent. Environ 800 000 personnes sont tombées. Pardonner, mais pas oublier les cendres d'un désastre étatique qui marque encore au vif les esprits avec beaucoup d'amertume. En présence de nombreuses personnalités nationales et internationales, ce dimanche 7 avril, le Rwanda débute les commémorations et continue de se reconstruire politiquement, économiquement, mais aussi socialement. Un génocide qui aurait pu être évité, selon le ministre de l'Unité nationale du Rwanda, Jean Damascène Bizimana. Je vous propose de l'écouter. Avant le génocide commis contre les Tutsis en 1994, l'ONU et ses États membres avaient toutes les informations nécessaires pour agir à temps. Le 11 août 1993, la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme publia une enquête concluant, je cite, « La population Tutsi est la cible de massacres à grande échelle menés par les forces armées rwandaises, les autorités administratives et les milices. Les victimes Tutsi, dans l'écrasante majorité, sont désignées comme cibles uniquement à cause de leur appartenance ethnique. Cette théorie pose clairement la question du génocide. Nous étions 8 mois avant le génocide proprement dit. Un point sur l'actualité politique au Tchad. La date officielle de la campagne électorale est fixée au 14 avril prochain. Cependant, 2 candidats sont déjà entrés en campagne. Le président de transition Mahamadou Idriss Déby et son premier ministre Succès Masra, leurs affiches sont déjà visibles dans plusieurs rues de la campagne de la capitale N'Djamena. Cependant, certains candidats à l'élection présidentielle, notamment le candidat Dr Nasra Djimasgar, le coordinateur du cadre national de concertation politique, dénonce une violation du processus électoral et accuse les 2 candidats d'être entrés en campagne dès le 1er avril avant la date officielle. Selon lui, je cite, l'équité n'est pas respectée car ils vont totaliser 35 jours de campagne contre 21 jours comme le prévoit le code électoral. L'ancien Premier ministre, également candidat, Albert Bahami, de son côté parle de manque de neutralité et l'incapacité de l'administration électorale. L'Agence nationale de gestion des élections, qui est accusée de partialité, a exigé aux 2 candidats de faire retirer leur affiche. BB+ sur le long terme ou B sur le court terme, c'est la note de crédibilité financière donnée
à la République centrafricaine par l'agence de notation financière Bloomfield Invest Corporation. La note a été rendue publique lors d'une cérémonie présidée par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra ce vendredi 5 avril à Bangui, la capitale, le pays qui est à la recherche de financement d'investisseurs mais aussi de bailleurs pour renforcer la croissance économique nationale, dispose désormais d'un outil d'évaluation de sa crédibilité, de sa capacité à assurer sur les marchés des capitaux. C'est vrai donc. La note obtenue, BB+, sur le long terme ou B sur le court terme, correspond à une note juste en dessous de l'indice d'investissement qui, lui, indique un niveau où le pays dispose des garanties suffisantes. La note correspond surtout à une capacité de remboursement sur le marché des capitaux existants, mais aussi de situations de protection financière fluctuantes. Grâce à ce résultat et à la note financière rendue publique par la première agence africaine de notation financière, Bloomfield Investment Corporation, la République centrafricaine dispose d'un outil d'évaluation de sa crédibilité, de sa capacité à rassurer sur le marché des capitaux et des investissements dans un contexte où le pays est en quête de ressources pour le financement de ses besoins. C'est une opportunité qui offre à l'État centrafricain désormais d'améliorer les décotes sur ces titres qui sont en circulation d'après les chiffres que le ministre avait donnés, autour de 199 milliards. Et c'est une perspective très prometteuse. Pour que nous financions l'État, vous savez, nous avons besoin d'un certain nombre d'informations. Donc, la notation de la République centrafricaine est une opportunité pour notre banque aujourd'hui et toutes les banques, d'ailleurs, intervenant en République centrafricaine, d'avoir des informations sur le pays pour permettre de prendre des décisions dans le cadre de financement de la République centrafricaine. Donc, c'est un événement, comme je l'avais dit au début, c'est un événement très intéressant pour le pays et pour les banques. Ce résultat s'explique à cause notamment de nombreuses fragilités, dont une situation politique tendue consécutive à des coups d'État, mais aussi la crise sécuritaire dans laquelle est plongé le pays d'Afrique centrale. En fin 2022, la RCA accusait un taux de croissance estimé à 0,5% et un déficit budgétaire de 10%. Selon la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, la croissance économique devrait atteindre 3,6% en 2024, son niveau le plus haut depuis 10 ans, grâce aux multiples réformes entreprises par les autorités centrafricaines dans le Plan national de développement 2024-2028. On devrait logiquement s'attendre à une amélioration de ce résultat lors des prochaines évaluations. Nous avons présenté les réformes qui ont été faites, qui sont en train d'être faites, qui vont certainement permettre d'améliorer. Aujourd'hui, la RCA a un document qui va certainement encourager ses partenaires et encourager le marché à l'accompagner dans la mise en application de ces réformes et de permettre justement d'améliorer cette note-là. En 2024, la RCA veut mobiliser 200 milliards de francs CFA sur le marché domestique pour couvrir une partie de ses besoins de financement par l'émission des titres publics sur le marché. En une décennie sur le marché des capitaux, le pays d'Afrique centrale n'a jamais fait défaut sur sa dette. Selon la BEAC, le secteur bancaire de la CEMAC est structurellement surliquide avec un excédent estimé à environ 1450 milliards de francs CFA en 2022, des excédents qui pourraient être mis à contribution auprès des États pour soutenir leurs projets de développement. 25. Outre la proposition de ces taxes, le gouvernement prépare des textes pour différents secteurs de la vie économique, le projet de loi modifiant les droits d'assises 2024, le projet de loi modifiant le droit de timbre 2024, le projet de loi sur l'impôt sur le revenu 2024, le projet de loi sur la taxe sur la valeur ajoutée 2024 et le projet de loi 2024 modifiant les procédures fiscales. Cette loi, de mon point de vue, n'est pas dans l'avantage des citoyens. Si je ne gagne pas d'intérêt dans le sens du commerce, je ne devrais pas être taxé. Et c'est d'ailleurs l'un des principes de la taxation.
Selon le ministère des Finances de l'Ouganda, ces projets de loi sont proposés alors que le pays va abandonner son projet d'emprunter environ 414 millions de dollars auprès des prêteurs externes en raison des taux d'intérêt élevés sur le marché mondial du crédit. Cette décision est par ailleurs prise alors que l'endettement externe du pays est en constante augmentation depuis 2013, soit 54% du PIB en 2021. La dette externe est principalement publique et détenue par des créanciers multilatéraux à 66% du total de la dette extérieure publique de long terme. Ceci va exacerber ce que l'on appelle la disparité des revenus et dont les pauvres resteront pauvres parce que ceux dans le segment supérieur de l'économie ne vont pas autant ressentir ces taxes, mais ce qui est sûr, c'est que les citoyens de Kampala auront des difficultés à posséder des propriétés avec ces taxes. Lors de son passage devant la commission du budget du Parlement, le ministre d'État des Finances chargé des fonctions générales, Henri Moussa Sisi, a déclaré que le gouvernement avait l'intention de générer 488 millions de dollars à partir des taxes proposées pour financer le budget proposé des 15 milliards de dollars pour 2024-2025. Ce vendredi 5 avril, la mosquée Mohamed VI a été inaugurée à Abidjan, la capitale. Un édifice fruit d'une coopération solide entre la Côte d'Ivoire et le Maroc qui ont une longue tradition d'amitié. Cette infrastructure religieuse qui s'étend sur 25 000 mètres carrés incarne l'engagement commun en faveur de la tolérance et de la compréhension interreligieuse. Elle permet également le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Royaume chérifien. Philippe Akwa. En Côte d'Ivoire, la mosquée Mohamed VI d'Abidjan a été inaugurée ce vendredi 5 avril 2024 en présence de plusieurs autorités marocaines et ivoiriennes à Tréjil. Cet édifice s'étend sur une superficie de 25 000 m² et comprend une salle de prière pouvant accueillir jusqu'à 7 000 fidèles, une salle de conférence, une bibliothèque, un complexe commercial, des espaces verts, un pavillon administratif ainsi qu'un logement pour l'imam. Les travaux réalisés par des artisans marocains ont suivi les normes architecturales marocaines et traditionnelles. Cette mosquée incarne bien plus que des murs ou un minaret imposant. Elle symbolise l'amitié profonde et les liens indéfectibles qui unissent le Royaume du Maroc à la République de Côte d'Ivoire. Et elle témoigne également de la forte volonté commune de nos deux nations de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux, tant sur le plan continental qu'international. Cette inauguration marque un jalon significatif dans l'histoire des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, témoignant de leur partenariat solide et leur respect mutuel. La mosquée Mohamed VI d'Abidjan devient ainsi un symbole tangible de la coopération fructueuse entre les deux nations, tout en prouvant les valeurs de tolérance, d'harmonie interconfessionnelle et de dialogue interculturel dans une société diversifiée et en constante évolution. Une mosquée qui symbolise la continuité, ça je l'ai déjà dit, de nos ancêtres. Mais une mosquée qui symbolise aussi la convergence des vues depuis tout temps entre les éléments marocains et les éléments. Pour un coût global de 7,2 milliards de francs CFA et entièrement financé par le Royaume chérifien. Les travaux de construction ont débuté le 3 mars 2017 en présence du président Alassane Ouattara et du roi Mohamed VI. Et initialement prévu pour se terminer en 3 ans, il a fallu 7 ans pour l'achèvement de ce joyau architectural. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire avec le parcours citoyen, un programme encadré par l'Office du service civique national. C'est précisément à Dabou, à 45 km de la capitale économique ivoirienne, que des adolescents âgés de 14 à 17 ans suivent ce programme. Cette initiative qui en est à sa 2e édition vise à former les jeunes à l'encadrement, l'engagement civique, à la responsabilité sociale, mais aussi à cultiver leur leadership et leur rappeler les fondements du vivre ensemble. Philippe Akwa. Rang serré, pas uniforme, visage droit. Loin des écoles de formation militaire, nous sommes à 45 km de la capitale économique ivoirienne, dans la ville de Dabou. Parmi ces enfants âgés de 14 à 17 ans, certains sont volontaires, tandis que d'autres ont été désignés par leur éducateur scolaire pour participer au programme Parcours citoyen, piloté par l'Office du service civique national. Ce programme vise à promouvoir l'engagement civique et la responsabilité sociale chez les jeunes. Le parcours citoyen, c'est le renforcement du comportement civique et citoyen des jeunes.
Au début, c'était vraiment pour ceux qui avaient des moyennes vraiment inférieures à 10, qui vacillent entre 10, 11 et 12. Mais comme les jeunes, ils ne veulent pas venir, ceux qui veulent bien faire cette formation, ils viennent. Ils peuvent avoir la moyenne de 16, mais ils viennent pour d'autres renforcements. Au total, 500 élèves repartis entre Dabou et Bouaké sont engagés dans ce programme. Celui-ci s'articule autour d'activités éducatives axées sur le service civique, dans le but de faciliter leur développement en tant que citoyens au sein de la société ivoirienne. Ces activités couvrent un large éventail de domaines, allant de l'engagement communautaire à la sensibilisation sociale, offrant ainsi aux participants une formation holistique pour leur permettre de contribuer de manière positive à leur communauté et au-delà. Grâce au parcours citoyen, j'ai appris que même les petites actions que nous pouvons faire peuvent une grande différence dans la société. On a aussi le respect des aînés parce qu'il faut beaucoup respecter les aînés. On doit avoir aussi le courage, l'honnêteté et la valeur la plus essentielle, c'est la citoyenneté. L'initiative du parcours citoyen portée par le gouvernement ivoirien via l'Office du service civique national est actuellement à sa 2e édition. Ce programme s'inscrit dans la volonté gouvernementale de promouvoir le service national chez les jeunes, visant à leur inculquer des valeurs civiques et citoyennes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.